Bon, alors bonjour à tous. Nous avons le plaisir de recevoir dans nos échanges bilatéraux qui ne cessent de se multiplier un camarade que je voulais interroger depuis très longtemps parce que pour moi c'est le meilleur connaisseur de la CGT, incontestablement au plan international, hein, puisqu'il connaît il était responsable de la CGT au plan international depuis de nombreuses années. Mais aussi effectivement au point de vue national, d'autant que la question internationale devient de plus en plus cruciale dans les discussions qui ont lieu à l'intérieur de la CGT, puisque la pomme de discorde porte sur l'appartenance en fait de la CGT aux grandes organisations supra-confédérales, on pourrait dire internationales. Donc la plus importante, celle qui était historique, c'était la FSM, à la Fédération syndicale mondiale, dont la CGT est sortie en 1995. Et aujourd'hui, certaines fédés, certaines unions départementales, unions locales réadhèrent. Et ça avait été effectivement le fer de lance de la bataille de 52e congrès en 2019 à Dijon. Et donc à cette occasion, alors je vais partager mon écran et je vais y arriver. Voilà, vous voyez à l'écran le livre qu'avait publié Jean-Pierre Page aux éditions d'Elga, CGT pour que les choses soient dites. Euh, et à l'époque, il y avait aussi une contribution de Samir Amin, c'était plus qu'une préface, une véritable contribution. Et entre-temps, malheureusement, Samir Amin est décédé. Mais effectivement, lui aussi, c'est quelqu'un qui est vraiment très bon connaisseur de l'international. Et là, on voit effectivement que ce débat s'est posé effectivement depuis au congrès de la CGT. Et je voulais absolument avoir le point de vue de Jean-Pierre sur ce qu'il en pense, sur ce qu'il pense de la CGT actuellement, où elle va. Enfin, et j'imagine qu'effectivement, il va falloir distinguer de qui on parle à l'intérieur. Et nous sommes aujourd'hui le 14 décembre 2020. Voilà, donc Jean-Pierre, si tu peux nous faire un point sur la CGT depuis ce combat que tu menais aussi au point de vue éditorial avec ce livre, et pas que bien sûr, parce que c'est un combat de plusieurs années, où on en est actuellement. À toi la parole et merci d'être là. D'abord, merci de m'inviter une nouvelle fois, parce que je crois que c'est la seconde fois que nous avons un entretien ensemble. Bon, ce que je peux dire, c'est que depuis le récent congrès de la CGT, le 52e qui a eu lieu, comme tu l'as indiqué, l'an passé à Dijon, bon, les tendances lourdes que j'avais mis en évidence, que j'avais mis en évidence dans le livre dont tu parlais, qui était une contribution au Congrès, bon, ces tendances se sont absolument confirmées et je serais même tenté de dire elles se sont aggravées parce que le contexte dans lequel se développe l'action syndicale et donc celle de la CGT actuellement, du fait de la pandémie, mais pas seulement de la pandémie, d'une façon plus générale et plus fondamentale de la crise du capitalisme. Parce qu'avec ou sans pandémie, je serais tenté de dire que la crise, elle est bien là, qu'elle se développe et que ce qui s'annonce devant nous va connaître des développements extrêmement graves pour le monde du travail euh, sous tous les aspects sociaux, démocratiques, politiques, économiques. Ça va être, je crois, on peut le dire, un véritable tsunami qui s'annonce et d'une façon déjà comment on voit bien déjà les indices qui se manifestent, qui sont observés d'ailleurs par de nombreux experts, qui ne sont pas forcément de notre camp, j'allais dire, du camp des travailleurs, et qui prévoient effectivement une aggravation très, très sensible, très significative de la situation. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir si le syndicalisme et la CGT en particulier, dans ce contexte, sont en mesure d'assumer leurs responsabilités. Alors, le choix qui a été fait au congrès de la CGT, après
une discussion, j'allais dire, assez houleuse, assez contradictoire. Le choix qui a été fait, c'est d'inscrire toute la démarche de la CGT dans une vision qui est celle, je dirais, pour résumer, de partenariat social. C'est-à-dire, en gros, ce que défend la CFDT, la plupart des confédérations syndicales, non seulement en France, mais aussi en Europe. Cette démarche, cette vision de l'action syndicale est dans une impasse totale. Voilà, elle est dans une impasse totale parce que la situation se dégrade, les organisations syndicales sont sur la défensive et cherchent en quelque sorte à négocier le recul social. Je dis recul social et je pense très fortement recul de civilisation, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et on voit bien leur totale incapacité à peser sur les événements et sur le cours des choses, au point que on peut constater un délitement continu et aggravé de leur crédibilité aux yeux des gens. Alors, ça se vérifie par cette espèce d'incapacité à organiser les luttes sociales, le mouvement social, dans un contexte comme celui que nous avons. Il y a des luttes, bien sûr, il y a des luttes, mais elles ne sont pas du tout à la hauteur de ce qui serait nécessaire. On sait par exemple que les plans sociaux, les plans de licenciement se multiplient. Près d'un millier jusqu'à présent, c'est-à-dire le double d'il y a 2 mois. Voilà. On assiste à un appauvrissement considérable de la population. On assiste à des atteintes aux libertés caractérisées au point que de nombreuses organisations internationales, y compris de droits de l'homme, constatent qu'en France, il s'agit en matière de recul des droits collectifs, des droits individuels, des libertés publiques, d'un recul historique. On assiste à la violence raciste. On assiste donc d'une façon générale à une agression sans précédent du capital contre le monde du travail, mais le mouvement syndical est comme désarmé, comme KO debout devant cette offensive antisociale, cette véritable guerre de classe qui se mène aujourd'hui contre le monde du travail. Et la CGT, malheureusement, la CGT s'inscrit, peu ou prou, mais s'inscrit dans cette démarche. Et ce n'est évidemment pas sans susciter des interrogations, des réactions, mais aussi, il faut s'en féliciter, des initiatives, dont je dirai un mot après, parce qu'effectivement, on ne peut pas laisser les choses en l'état. Voilà. Mais en même temps, il ne reste pas quelque chose de cette opposition quand même farouche qu'il y avait eu au Congrès, bon, qui était d'une certaine manière portée par les idées que tu défendais. Mais je me souviens qu'au moment où il était question de la réintégration dans la SS, enfin de la confirmation de la Confédération européenne des syndicats, des gens s'étaient levés dans la salle en chantant l'international, tellement c'était virulent. On voyait bien que là, c'était à tout tirer. Est-ce qu'il n'en reste pas quelque chose justement de cette insurrection au sein de la CGT, hein? Oui, bien sûr. Alors là, tu me permets donc d'apporter une réponse, des éléments de réponse plutôt. Oui, absolument. Je crois que le débat qui avait été engagé au congrès de Dijon s'est poursuivi et a conduit un certain nombre d'organisations dans la CGT, de fédérations, d'unions départementales, de régions, de syndicats, d'unions locales, à décider, indépendamment des décisions prises confédéralement, de prendre leurs initiatives par eux-mêmes et d'assumer en quelque sorte leurs responsabilités. C'est ce que l'on vient de voir d'une façon très significative et je trouve d'une façon très positive
le 17 octobre avec cette marche de l'emploi et de la dignité qui a été organisée par un certain nombre de fédérations et d'unions départementales à travers la France, une marche qui a débouché le 17 octobre sur une manifestation à Paris, où y compris côte à côte avec les travailleurs immigrés, avec les travailleurs sans papier. Oui, parce qu'il faut dire, le 17 octobre fait référence aussi à la guerre d'Algérie, enfin le meurtre Oui, des oui, Algériens par absolument. Maurice Papon. Tout à fait. Ça concordait ce même jour, oui. Oui, oui, tout à fait, oui, c'est exact. Mais donc le 17 octobre, il y a eu cette manifestation qui était en quelque sorte l'aboutissement de multiples initiatives qui avaient été organisées dans plusieurs régions et, comme je le disais précédemment, indépendamment des orientations de la Confédération. On a même d'ailleurs eu des interpellations très critiques, fermes et critiques, presque menaçantes, de la part de la direction de la CGT à l'égard des organisations, donc, qui avaient décidé de s'engager dans cette action. Mais comme le 17 octobre, en quelque sorte, appelait des prolongements, les mêmes organisations ont convoqué des assises, des assises qui associaient en même temps une réflexion sur l'urgence de l'action à mener, mais y compris dans une perspective beaucoup plus large, posant la question essentielle à mes yeux du changement de société. Voilà. Et donc, on a à Martigues, le 27 octobre, on a réuni plus de 400 militants, dans les conditions qui sont celles de la pandémie, avec toutes les restrictions et les interdits que l'on sait bien, qui ont été donc réunis pendant une journée à Martigues et qui ont débattu d'une stratégie à mettre en œuvre en quelque sorte avec le souci, donc, comme je le disais, d'assumer nos responsabilités. Et donc, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises, un certain nombre de résolutions qui ont été adoptées, en particulier sur le plan aussi sur le plan international. Et puis, il va y avoir donc des initiatives qui vont suivre dans le prolongement de cette rencontre, de ces assises de Martigues. Et parmi les prolongements, il y en a un qui vient d'être annoncé il y a quelques jours, c'est la décision de la Fédération des industries chimiques, CGT, qui par ailleurs est affiliée à la FSM, qui a annoncé à partir de janvier une multiplication d'actions au niveau des entreprises avec l'objectif de bloquer l'économie et de bloquer les profits. Oui, alors justement, est-ce qu'on peut faire un peu le bilan de la résistance interne à la CGT pro-FSM? Bon, moi j'ai aussi envie de parler de mes camarades du Front syndical de classe. Et toi, bien sûr, tu as tout à fait raison de les évoquer, l'UD du 13, la Fédération de la chimie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, en fait, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas d'ailleurs forcément affiliés à la FSM, mais qui s'inscrivent dans une démarche critique Oui. à l'égard des orientations d'ailleurs qu'il faut bien dire aujourd'hui conduisent à constater que très peu de choses différencient les idées ou les orientations, la politique qui est celle de la direction de la CGT de celle de la CFDT, car sur de nombreux sujets, qu'il s'agisse ça a même un nom, Jean-Pierre, je t'interromps, ça a même un nom, ça s'appelle le syndicalisme rassemblé. Hein. Je crois que c'est la feuille de ligne qui permet de cacher cette collaboration de classe. Hein, faut quand même. Voilà, le syndicalisme rassemblé qui est un concept, une formule qui existe dans la CGT depuis près d'une vingtaine d'années et dont le bilan est absolument catastrophique, puisque
il vise à privilégier en quelque sorte une relation avec la CFDT, entre autres, mais surtout avec la CFDT, dans une perspective d'ailleurs plus large au niveau européen, donc de travailler à la compatibilité des positions de ces deux organisations avec, c'est ce que j'avais expliqué dans mon livre, mais avec sans aucun doute d'autres étapes qui ne pourront qu'intervenir par la suite et qui conduiront inévitablement, à mon sens, à associer, et peut-être beaucoup plus qu'à associer, la CGT à la CFDT dans une démarche d'ensemble. Alors, pour revenir à ce que je disais au point de départ, oui, il y a beaucoup d'organisations qui, sans être à la FSM, constatent ces évolutions et s'en inquiètent. Et donc, bon, elles interviennent dans le débat. Mais alors, quelles sont-elles? Il y en a pas mal. Je pense, bon, il y a la Fédération du commerce, les travailleurs du commerce, qui est une grande fédération qui est affiliée à la FSM, mais il y en a beaucoup d'autres. Je pense au Tarn-et-Garonne, je pense à la région centre avec des départements comme le Cher, par exemple, ou le Loiret, qui sont des départements très, très actifs, très combatifs. Je pense évidemment à mon union départementale, celle du Val-de-Marne, qui est d'ailleurs affiliée à la FSM et qui joue aussi un rôle significatif. Mais dans les fédérations, le débat s'élargit. Bon, je pourrais parler des ports et docs, de la Fédération de l'énergie, je pourrais parler de l'UD du Nord, je pourrais parler d'un nombre significatif d'organisations qui voient leur nombre augmenter depuis le précédent congrès, depuis le dernier congrès de la CGT, et qui créent une situation assez inédite. Notre objectif, j'allais dire, est bien sûr de veiller à la cohésion et l'unité de l'organisation, mais cette cohésion et cette unité, elle ne peut pas se faire sans la clarification sur les positions qui sont en présence, car les positions sont des positions contradictoires. Il faut bien sûr qu'il faut jouer l'unité, mais c'était le fait de rentrer dans cette organisation supra-internationale qui était la CSI, qui était l'organisation des syndicats jaunes de guerre froide, financée par le patronat américain et la FL-CIO. La CGT, dans les années 90, est quand même rentrée dans cette organisation internationale. C'est ça qui n'est absolument pas normal. C'est-à-dire qu'elle est, si la guerre froide continue d'une certaine manière, ça veut dire qu'ils sont passés dans le camp de l'adversaire au point de vue international, avec des conséquences gravissimes pour leur crédibilité à l'international et leur parole même au niveau international. Alors c'est vrai que la FSM dans les années 90 était vraiment dans un piteux état après la disparition de l'URSS, mais aujourd'hui elle s'est reconstituée et elle constitue d'une certaine manière une boussole pour la reconstitution de ce syndicat. Il s'agit que tout le monde comprenne bien, il s'agit de remettre les choses à leur place. Oui, bien, tout à fait. Tout à fait. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, pour répondre tout de suite sur la FSM a enregistré de nombreux progrès ces dernières années. Tout le monde le constate, c'est devenu, en quelque sorte, sur le plan international, une organisation tout à fait incontournable. Elle a 105 millions d'adhérents dans 135 pays. Ce sont les organisations qui, dans leurs pays respectifs, sont les plus combatives. Je prendrai qu'un exemple. Il y a quelques jours, on a eu en Inde sans doute ce qui a été la plus grande grève du point de vue de l'histoire, puisqu'elle a mis en mouvement 260 millions de travailleurs. Et elle se poursuit en particulier dans le secteur agricole. Les deux organisations principales initiatrices, organisatrices de cet événement social mondial, ce sont l'ITUC
et le CITU, les deux grandes confédérations indiennes qui sont membres de la FSM. La FSM, c'est la seule organisation internationale qui a soutenu et qui continue à soutenir les actions, les initiatives prises en France par les travailleurs avec leurs syndicats, que ce soit sur le dossier des retraites, sur les dossiers de l'emploi ou sur tout autre sujet. Donc, c'est une organisation qui inscrit tout à fait sa démarche, sa stratégie en quelque sorte, dans une perspective, je dirais, anticapitaliste et anti-impérialiste, et qui de ce fait se retrouve naturellement aux côtés des secteurs de la CGT qui sont les plus en pointe dans la lutte revendicative, dans la lutte de classe. Et c'est ce qui explique pour partie le fait qu'un nombre significatif dorénavant d'organisations ont fait le choix d'adhérer à la FSM, de rejoindre les rangs de la FSM, ou s'apprêtent à le faire. Alors, ils le font d'autant plus, ces organisations de la CGT, que, comme tu l'as indiqué, la Confédération syndicale internationale, qui est l'organisation qui s'est constituée après la Confédération internationale des syndicats libres, au passé particulièrement sulfureux, si l'on peut dire, notamment dans certaines régions du monde. Je pense à l'Amérique latine à l'époque des dictatures, où cette organisation a comment fonctionné main dans la main avec les services de renseignement américains dans la répression, la torture de milliers de militants syndicaux. Mais attends, Jean-Pierre, je vais partager mon écran parce que je me dis, si on aborde ces questions historiques, je voudrais quand même montrer ce livre d'Annie Lacroix-Riz là, qui vient de paraître, La scission syndicale et l'impérialisme dominant. Là, vous saurez tout sur les méfaits de la AFL-CIO, de Irving Brown. Exactement. La scission, c'est aux origines justement de l'influence des États-Unis en fait dans la division du monde du travail. Et tout à fait. C'est vraiment très triste que la CGT, qui avait évidemment résisté à tout ça, se soumette à ce courant-là. Voilà. Excuse-moi, je te laisse continuer, bien sûr. Je reviens. Je veux tout à fait. Je veux également m'associer à ce que tu viens de dire au sujet du livre d'Annie Lacroix-Riz, que je suis en train de lire d'ailleurs actuellement avec beaucoup de plaisir, et qui est un livre tout à fait non seulement impressionnant par la qualité des références que Annie Lacroix-Riz cite pour soutenir sa démonstration, mais surtout, je crois, est un livre très utile pour les syndicalistes, en particulier ceux de la CGT, dans cette période justement où l'on a besoin de faire cette clarification auquel le livre se consacre, mais que nous avons besoin de faire à travers les activités de la Confédération syndicale internationale ou de la Confédération européenne des syndicats. Que tout le monde comprenne, la CGT est malheureusement membre non seulement de la Confédération européenne des syndicats au niveau européen, et de l'ancienne CISL, voilà, syndicale internationale au niveau mondial. Là, voilà. Alors, je voudrais d'ailleurs profiter de cette occasion pour prendre un fait, pour évoquer un fait qui me semble tout à fait significatif de cette démarche que représente, de cette démarche qui se veut syndicale, que représente la Confédération syndicale internationale ou la Confédération européenne des syndicats. Il y a quelques semaines, la secrétaire générale de la CSI a été élue à 99% par l'Assemblée des actionnaires du groupe Nestlé au sein du conseil de surveillance de cette multinationale qui est une des plus grandes multinationales
de l'agroalimentaire au niveau mondial. Voilà, ça en dit long. Nos anciens appelaient ça de la collaboration de classe, mais là, c'est la collaboration de classe poussée à sa dernière extrémité, mais qui n'est pas totalement étonnante, parce que, comme je l'ai évoqué d'ailleurs dans mon livre sur la CGT, un de ses prédécesseurs, de Sharon Burrow, c'est le nom de la secrétaire générale actuelle de la CSI, l'un de ses prédécesseurs, qui s'appelait Bill Jordan, qui était britannique, qui était le secrétaire général de la CISL. C'est l'ancêtre de la CSI. Lui a été anobli par la reine d'Angleterre. Et bon, ça n'a pas à l'époque suscité plus de réactions que ça, sinon que je me souviens très bien que lorsque cela a été annoncé, j'étais à Genève à la session du Bureau international du travail et j'ai rencontré plusieurs dirigeants syndicaux de la CISL qui se félicitaient de cette initiative de la reine d'Angleterre. Alors, voilà où on en est dans le mouvement syndical. Et moi, je veux ajouter que cette forme de corruption qui, dans certains pays au plan syndical, est entretenue, développée par différents canaux, que ce soit celui des entreprises, des sociétés transnationales, mais qu'il l'est également à travers des institutions, des fondations, que ce soit la fondation Ford ou aux États-Unis, le National Endowment for Democracy, qui supporte à bout de bras. Fondé par Ronald Reagan dans les années 80, au moment où il finançait les contrats pour assumer le rôle que ne pouvait assumer la CIA. Bien, le National Endowment for Democracy, le NED, comme on l'appelle, soutient à bout de bras, par exemple, il faut le savoir. Je l'ai expliqué dans un article récent sur la situation syndicale à Hong Kong, soutient complètement l'organisation affiliée à la CSI sur place et qui, évidemment, défend les positions que l'on s'imagine. Voilà. Alors, cette situation, bien des militants, des dirigeants syndicaux de la CGT aujourd'hui sont amenés à constater qu'elle est parfaitement en contradiction avec les convictions, avec les valeurs, avec les idées qui sont les leurs. Bon, quel peut être le point commun entre une organisation de la CGT qui entend agir sur le plan international, qui entend développer la solidarité internationale, avec une organisation qui se compromet à ce point avec les actionnaires de multinationales, voire comme cela avait été le cas avec la reine d'Angleterre. Alors, il faut tirer les conséquences de tout ça. Il faut tirer les conséquences et puis prendre les décisions qui s'imposent si tant est qu'on veut avoir une activité syndicale qui s'inscrive par nécessité, par besoin au niveau international, dans une démarche de lutte, dans une démarche combative. Il est bien évident qu'il y a beaucoup plus de points communs entre les organisations de la CGT qui se battent avec d'autres organisations qui sont, elles, affiliées à la FSM, que ce soit en Inde, comme je l'ai évoqué, ou dans d'autres régions du monde. Donc, il faut savoir aussi tirer les conséquences à un moment donné. Je pourrais poursuivre en évoquant la situation en Europe. Quand on voit, par exemple, récemment, le secrétaire général de la CGT s'adresser à la ministre du Travail pour, en quelque sorte, l'implorer, je dis bien l'implorer, de faire respecter les directives européennes auprès des entreprises, donc se faire le champion, en quelque sorte, de l'intégration européenne, des directives européennes
de la Commission de Bruxelles pour solliciter donc la ministre du Travail pour lui demander en quelque sorte de veiller à ce que les entreprises respectent ce qui se fait au niveau européen, je crois que ça en dit long. C'est j'allais dire, une véritable capitulation en quelque sorte et une intégration à cette espèce d'union sacrée voulue par le pouvoir, par Macron, et voulue aussi par la Commission de Bruxelles, par les institutions européennes, et qui associe dans une démarche de co-responsabilité, de partenariat social, les patrons, les syndicats, les institutions, et c'est d'ailleurs ce que l'on a pu vérifier. Ça a suscité à l'époque beaucoup de réactions dans la CGT quand les militants, les organisations de la CGT ont pris connaissance à plusieurs reprises de déclarations communes de toutes les confédérations françaises avec le patronat, non seulement français, mais aussi européen, et en compagnie de l'organisation syndicale allemande, le DGB, qui, comme on le sait, est une organisation totalement intégrée au système capitaliste en Allemagne. Voilà. Donc, oui, il faut savoir tirer les conséquences de tout ça et ne pas s'obstiner dans cette impasse dans lequel le syndicalisme réformiste, comme on l'appelle, mais qui en fait est un syndicalisme de collaboration de classe, a entraîné et cherche à entraîner le monde du travail. Oui, parce que je lisais récemment un très bon chercheur qui s'appelle Stéphane Siro, hein, que tu connais bien aussi. Oui, que je connais bien. Il disait ce goût de la négociation. Même le terme de négociation dans le monde syndical, c'est récent. Ça date à peu près des lois Auroux de 83. Hein. C'est-à-dire qu'avant, de toute façon, ça marchait par capitulation. L'un gagnait contre l'autre. Mais de toute façon, l'idée même de se mettre à table et de négocier est étrangère, en fait, à l'esprit de la CGT. Maintenant, ça devient quasiment automatique, en fait. C'est comme la CFDT. Donc, il faut changer, j'allais dire, parce que ça, même si les gens n'ont pas conscience de ces problèmes internationaux, ça joue sur les mentalités, en fait. Hein. Y compris après, il y a quelque chose qui me choque personnellement, c'était ces espèces de grèves saute-mouton. La façon même enfin, ces manifestations qui se succèdent les unes des autres dans ces stratégies, on a l'impression que tout était fait pour perdre, en fait. Et comment est-ce que ça peut changer les choses de ce point de vue-là pour avoir des manifestations qui gagnent, en fait? Ben, moi, je crois d'abord que si on veut s'émanciper, de toute cette démarche que tu évoques, il faut construire une stratégie. Et comme j'aime beaucoup elle citer ce philosophe chinois qui s'appelait Sun Tzu, l'art de la guerre, et qui disait avec juste raison que celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Eh bien, c'est en quelque sorte ça. Si on veut avoir des objectifs, qui soient des objectifs revendicatifs pour apporter des réponses concrètes aux besoins qui sont ceux des travailleurs en matière de salaire, en matière d'emploi, de conditions de travail, ou sur tout autre sujet de liberté, par exemple, il est bien évident qu'il faut être capable de mettre sur pied une stratégie de construction par le bas. Parce que cette stratégie, si on peut l'appeler ainsi, en tous les cas, cette démarche qui consiste d'en haut, à décider et à imposer d'une façon souvent mécanique et artificielle des décisions d'action qu'on reproduit ensuite mécaniquement, on appelle ça les grèves saute-mouton, etc. On fait la démonstration que ça ne débouche non seulement sur rien, mais ça décrédibilise l'action collective. Et c'est ça qui est important. On a besoin de résultats. Si on veut donner du sens à l'action collective, à la grève, aux manifestations, aux mobilisations, à l'action de masse et au rassemblement qui est indispensable des travailleurs. Si on veut, on a besoin de résultats. On a besoin
sur quelque sujet que ce soit. On n'a pas de résultat positif depuis l'époque Villepin. Là, c'est à peu près ça. C'était les dernières victoires. Hein. Depuis, il y a rien. Toutes les manifs échouent, en fait, d'une certaine manière. On juge la droite sans fruit. Hein, donc, tout à fait, tout à fait. Moi, c'est le CPE, voilà, c'est le manif du CPE. Je sais pas pourquoi avec tous les cycles, je m'y trompe entre CSI et CPE. Mais voilà, depuis les manifs réussis du CPE, il n'y a pas de victoire hein, dans le mouvement syndical. Non, ça fait plus de 25 ans Il y a maintenant. 2005, dans le mouvement ouvrier, il y a 2005, c'est l'opposition à la Constitution européenne, et il y avait le CPE avant. Mais depuis, on va de défaite en défaite. Enfin, il faut quand même, et là, juger l'arbre à ses fruits, en tirer les conséquences. Hein. Absolument, c'est ça. Voilà. Donc, comment on ne peut pas, même y compris avec l'usage de la rhétorique, échapper à la dure réalité qui est celle de la lutte des classes. Il faut prendre une position qui soit en cohérence avec la situation et les exigences qui sont celles du monde du travail face au capital. La contradiction capital-travail, c'est une réalité, la lutte de classe, c'est une réalité. Et finalement, je serais tenté de dire que ça nous renvoie en permanence à l'image de la barricade. La barricade, il y a deux côtés. Et donc, il faut choisir son côté. Voilà. On ne peut pas être un coup ici et un coup là. Et a fortiori, dans une situation qui connaît l'évolution que l'on sait aujourd'hui. Et avec les perspectives, y compris d'aggravation sans précédent qui se dessinent dès maintenant. Alors, il faut choisir d'une façon claire, mais pour choisir d'une façon claire, il faut tirer les leçons des défaites, les leçons des échecs, tirer les leçons des victoires quand il y en a, mais elles sont quasiment inexistantes. Bon, je ne dis pas que l'action syndicale dans les entreprises permet des fois d'obtenir certaines choses, mais pour l'essentiel, les luttes syndicales de ces 25 dernières années sont des luttes défensives. Elles ne sont pas des luttes offensives qui visent à mobiliser le monde du travail pour obtenir des résultats concrets. Voilà. Alors, c'est pour ça que je dis que la démarche, la vision de l'action syndicale de partenariat social comme elle s'intitule, est totalement dans une impasse. Et si on n'en tire pas les conséquences, évidemment, les choses iront de mal en pis. Ça, c'est clair. Il n'y a pas d'alternative, en quelque sorte, à cette réalité-là. Voilà. La seule alternative, plutôt, c'est de reconstruire ou de construire plutôt une démarche offensive, mais qui parte d'en bas, qui se construise d'en bas depuis les entreprises, avec les efforts militants que cela implique. Et ça renvoie à la responsabilité qui est celle des directions syndicales, y compris au plus haut niveau. La CGT aujourd'hui, c'est une réalité, j'allais dire, assez bizarre, qui donne souvent l'impression d'un espèce de bateau ivre sans gouvernail. On ne sait plus trop dans quelle direction aller. Mais ça tient beaucoup au fait que la direction de la CGT, indépendamment de ce que pensent et disent les syndiqués ou les syndicats, continue dans une démarche qui est coupée du réel, coupée de l'état d'esprit réel des travailleurs, et qu'elle recherche à travers l'institutionnalisation de son action, pour ne pas dire la professionnalisation de son action, un type d'activité syndicale qui finalement finira par se réduire à ce que déjà certains défendent, à une conception d'un syndicalisme de service. Voilà.
il suffira. Ça n'a pas encore été théorisé ce terme-là, mais c'est effrayant, oui, effectivement, oui. Mais oui, mais bien sûr, mais je me permets Ils ne sont pas là, mais bientôt ils en parleront. Hein. je me permets, Le syndicalisme rassemblé, oui, c'est là. Que déjà, de nombreux experts travaillent là-dessus, que la CFDT, déjà dans certains de ses congrès, a avancé des idées dans ce sens, c'est-à-dire des syndicats sans syndiqués, des syndicats sans militants, des syndicats qui seront soutenus matériellement, financièrement, par les institutions. Prenons l'exemple de la CGT. Quand la Confédération, à son dernier congrès, annonce que son budget repose sur 29% de cotisations payées par les adhérents, ça veut dire qu'il y a 71% qui vient d'ailleurs. Et qui vient d'où? Qui vient principalement des institutions, qui vient d'institutions au niveau national ou au niveau européen. La CES, le budget de la CES est assumé à hauteur de 75% par les institutions européennes. Voilà. Alors, évidemment. C'est sûr qu'il vaut mieux être 3 fois plus petit, mais pour vivre. Voilà, c'est-à-dire la base ligne, ça n'a pas de financement de la bourgeoisie, c'est l'autonomie absolue. Et peu importe si on est petit, mais au moins on fait du bon travail. Hein, ça, Voilà, bon, ça c'est clair. Mais donc c'est vers ça que l'on tend, si on n'y prend pas garde et si on n'en tire pas encore une fois les conséquences, c'est clair que c'est le devenir même du syndicalisme qui est posé, a fortiori du syndicalisme de lutte de classe. C'est pour ça qu'on peut se gargariser sur la charte d'Amiens, le fameux indépendance syndicale. Il n'y a pas d'indépendance syndicale s'il y a un financement de la CES qui est financé par les institutions européennes. Arrêtons avec ça, quoi. Donc moi je préférais la fameuse courroie de transmission d'auparavant. Hein. Bon, mais effectivement, ça suppose une autre considération internationale, enfin une autre situation. Bon. Alors, cette situation, évidemment, elle n'est pas indifférente à la qualité de vie démocratique dans une organisation comme la CGT et à j'allais dire, une coupure, une cassure, un éloignement de plus en plus important entre, comme on dit, la base et le sommet, c'est-à-dire entre la direction et les syndicats qui ne trouvent plus dans la confédéralisation, c'est-à-dire cette association étroite, cette mutualité de solidarité qui existe entre ce qu'on appelle les structures verticales et horizontales, verticales étant les fédérations et les structures horizontales syndicales étant les unions départementales, locales, etc. Bien, donc cette rupture qui s'opère et qui s'aggrave, évidemment, porte en elle-même une menace très lourde à la cohésion et à l'unité même de la CGT. Je serais même tenté de dire à la cohésion de la direction de la CGT. Si je vois, par exemple, on a appris ça récemment, que les difficultés de plus en plus importantes de notre presse confédérale, qui ont conduit d'ailleurs à ce que sa responsable au niveau du bureau confédéral, tout en étant d'accord avec les orientations générales qui sont défendues par la direction, a décidé de démissionner tout simplement parce qu'elle-même ne trouvait même pas, dans le cadre dans lequel elle est élue, les moyens de pouvoir réformer, transformer, je ne sais pas, en tous les cas, faire évoluer la presse de la Confédération. Tu parles de la nouvelle vie ouvrière ou tu parles d'autres, où il y a d'autres? Je parle de la nouvelle vie ouvrière, mais la CGT est, je crois, la seule organisation, la seule confédération en Europe qui dispose d'une structure de presse aussi importante, parce que bon, il y a la nouvelle vie ouvrière, ce qu'on appelle la NVO, mais il y a aussi Option, qui est le journal, le journal des ingénieurs et cadres.
il y a… Il y a un PAC, le journal de la Philpac, par exemple, hein, pour les Ah non, ça, c'est les fédérations. Oui, Ça, pour les fédés, oui, d'accord. bon, moi, je parle là confédéralement. Il y a aussi le mensuel des retraités. Il y a la revue pratique de droit social. Il y a les éditions. Il y a tout un ensemble qui est assez important et qui, bon, a été affaibli en quelque sorte par la déperdition d'adhérents, de forces organisées, mais aussi, je dirais surtout, le recul du militantisme syndical, qui n'est plus soutenu au niveau où il devrait l'être par les instances de la Confédération. Et justement, on ne va pas personnaliser, mais c'est vrai que les histoires comme celle, les aventures au Qatar d'un ancien secrétaire confédéral ou les aventures aussi de Le Pen récemment n'ont pas aidé hein, dans ce contexte. Mais surtout, si on peut, c'est comme une organisation fédérale, mais il y a un lien entre il y a aussi la question financière. Les organisations fédérales reversé au confédéral en partie, qui est autonome, comment ça se passe sur cette question quand même essentielle de l'autonomie des fédés, puisque tu parles qu'il y a des fédés qui sont au moins rebelles à l'affiliation internationale. Comment se pose aujourd'hui? Bon, le principe sur lequel s'est constituée la CGT, ce sont ces syndicats d'entreprise. Le congrès national de la CGT, ce n'est pas le congrès des fédérations ou des unions départementales, c'est le congrès des syndicats. Il y a, je crois, autour de 25 000 syndicats CGT en France. Voilà. Alors, ces syndicats, à partir de ce que sont les principes du syndicalisme de classe, de masse, indépendant, etc., ont, dans le cadre de ce que nous appelons le fédéralisme, une parfaite indépendance et autonomie. C'est-à-dire, on se retrouve sur des principes, des valeurs, des orientations générales, mais ensuite, dans l'application concrète, au niveau d'une profession, au niveau d'un département, d'une région, d'une localité, mais surtout d'un syndicat d'entreprise, cela relève de la responsabilité des intéressés. Voilà. Alors, c'est ainsi que ça a fonctionné depuis la création de la CGT, en sachant toutefois une chose, c'est que dans le mouvement ouvrier et donc dans la CGT, inévitablement, dans le mouvement ouvrier, il y a toujours eu deux conceptions. Il y a toujours eu une bataille entre deux conceptions. Une conception qu'on appelait, pour simplifier, la conception réformiste et une autre conception que l'on appelle la conception révolutionnaire. Voilà. Eh bien, à différentes périodes, ce que Annie Lacroix-Riz d'ailleurs explique très très bien dans plusieurs de ses ouvrages et de ses travaux, à plusieurs périodes de l'histoire de la CGT, il y a eu un courant qui était majoritaire et tantôt ce fut les réformistes, tantôt ce fut les révolutionnaires. En 1921, quand a été créée la CGT unitaire, c'était le courant révolutionnaire qui évidemment défendait des positions de lutte de classe, pas seulement, mais aussi à l'époque anticolonialiste, contre la guerre, parce qu'on sortait de la Première Guerre mondiale, anticolonialiste, anti-impérialiste, et qui étaient des idées qui étaient portées donc par ce courant incarné par des militants historiques de la CGT comme Benoît Frachon, comme Gaston Monmousseau, etc., et qui, Monat et d'autres, donc qui défendaient ces idées-là et qui étaient en progrès pour empêcher que ce courant devienne majoritaire. La direction réformiste de l'époque, soutenue par des gens comme Jouot, comme Belin, qui devint d'ailleurs un ministre du Travail, Vichy. Bien. Ces gens-là décidèrent donc d'exclure
les unitaires, voilà. Hein. Bon, il a fallu attendre 36 ensuite pour que les choses se reconstituent, et puis de nouveau, avec l'exclusion des communistes euh, du Parlement et les interdictions qui ont frappé le Parti communiste, on a donc ensuite chassé les communistes de la CGT. Il a fallu attendre la période de la résistance pour que le courant majoritaire fût le courant de lutte de classe. Voilà. Mais aujourd'hui, ce sont des questions qui sont totalement ouvertes. Je ne dirais pas que l'histoire se répète. Nous sommes dans un contexte totalement différent. Mais il est un fait qu'aujourd'hui, et de plus en plus, les organisations de la CGT vont devoir se déterminer en toute clarté s'ils veulent maintenir dans la Confédération générale du travail des principes autrement que par l'usage de la rhétorique, c'est-à-dire d'une façon formelle. Il ne suffit pas de dire qu'on est une organisation syndicale de lutte de classe, de masse, unitaire, indépendante et internationaliste. Il faut que ça se traduise dans les faits, dans une pratique, dans des orientations, dans des initiatives, dans des décisions, etc. Ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est ça le problème. Et donc, chacun va devoir se déterminer. Au dernier congrès de la CGT que nous avons évoqué au début de l'entretien, le congrès de Dijon, il est évident, malgré tous les obstacles qui avaient été mis en travers de la route, je dirais, pour avoir un débat réellement démocratique, il est incontestable que les interventions des délégués ont en quelque sorte secoué fortement les objectifs que s'était fixé la direction sortante. Le cas de la FSM fut un cas d'ailleurs assez exemplaire puisque, contre l'avis de la direction de la CGT, les délégués ont imposé que dorénavant, la Confédération générale du travail devrait avoir des relations normales avec toutes les organisations syndicales, y compris donc avec la Fédération syndicale mondiale. Et ça, au moins, c'est acté, hein, c'est-à-dire qu'au moins, il y a des négociations. C'est acté, c'est dans les documents, ouais. Mais évidemment, la direction de la CGT se garde bien de le mettre en application. Voilà. Et donc, ça renvoie à la responsabilité des organisations de la CGT de dire, mais alors, on a pris les décisions, qu'est-ce que vous entendez pour les mettre en application? Mais bon, ça, comme je dis, ça, c'est une bataille politique, c'est une bataille de conviction qu'il faut mener dans l'organisation et ce qui implique évidemment la responsabilité de chacun. Voilà pourquoi, moi personnellement, je dis souvent que on est arrivé à ce moment de clarification qui implique que chacun prenne des responsabilités et y compris que l'on puisse se préparer à toute circonstance et toute éventualité dans le mouvement syndical, un courant de lutte de classe. Il y a des pays où ça s'est organisé, comme par exemple en Grèce ou dans d'autres pays encore, où les courants critiques, comme on dit, se sont organisés, structurés, s'expriment, prennent des initiatives. On prend l'exemple de PAME en Grèce. C'est incroyable que c'est un courant important dans le mouvement syndical grec qui est dans la Confédération générale du travail grecque, qui, elle, est affiliée à la Confédération syndicale internationale et à la CES, mais PAME, elle, est affiliée à la Fédération syndicale mondiale et qui joue un rôle extrêmement dynamique, combatif pour la défense des droits, des revendications des travailleurs dans ce pays. Voilà, alors donc, ce sont des choix, j'allais dire, qui arrivent aujourd'hui, en quelque sorte, à maturité, et que
comment il s'agit de préserver, de défendre, de consolider les acquis qui sont ceux de la CGT en termes de principes et de valeurs, des principes de lutte de classe. Mais c'est une bataille. C'est une bataille et c'est une bataille qu'il faut assumer. Et si on ne l'assume pas, bien évidemment, ça ne peut pas être sans conséquences. Bien. Écoute, peut-être pour un mot de conclusion sur l'année qui va venir, avec le fait on va se déconfiner finalement, et puis est-ce que les Gilets jaunes vont revenir? Est-ce qu'il va y avoir une fusion qu'on attendait sur des bases de lutte de classe au sein des entreprises qui a manqué, une sorte de fusion? Moi, je pense qu'il y a vraiment urgence à déconfiner, mais sans retard, c'est-à-dire dès à présent. C'est déjà le cas, hein, parce que faut pas sous-estimer, je pense, le fait qu'il y a des luttes, et notamment dans des secteurs qui sont très sensibles. Je pense par exemple au secteur hospitalier, ou alors dans des entreprises qui sont confrontées actuellement à des plans sociaux, des licenciements, des fermetures, etc. Il faut une attitude absolument résolue et combative face à ça, et pas attendre des conditions qui soient théoriquement, on n'en est même pas certain, plus favorables pour engager l'action. C'est ce que vient de faire et vient de décider la Fédération des industries chimiques. Je pense que c'est une excellente décision, mais précédemment, il y avait eu ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la marche de l'emploi à la dignité à l'initiative de l'Union départementale des Bouches-du-Rhône, du commerce, de la chimie, du Val-de-Marne, etc. Bien, je pense que dans cette démarche combative, on se donnera les moyens de tenir non seulement en respect le patronat et le pouvoir et Macron, mais on se donnera les moyens, je crois, d'obtenir des résultats. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin de résultats. On a besoin de résultats, de les faire partager, montrer que l'action syndicale est utile, montrer que l'on a besoin de se rassembler, de s'unir, et de contribuer dans une même démarche, à ouvrir une perspective, une alternative politique qui, à mon sens, ne peut être qu'une alternative qui prenne le contre-pied, qui rompt d'une façon définitive avec le système dominant, c'est-à-dire le système capitaliste. Et cette vision, à mon avis, elle ne peut que s'inscrire que dans une perspective socialiste. C'est clair. Je crois que l'épidémie a révélé la nuisance du système capitaliste, non seulement aux yeux de millions de gens dans notre pays, mais je dirais à l'échelle mondiale. On a pu voir, y compris, comment la différence a pu se faire entre la logique capitaliste et les dégâts qu'elle commet, comme on le voit par exemple, non seulement dans les pays capitalistes européens, mais aux États-Unis, et une autre démarche qui s'appuie sur la réponse aux besoins des gens, qui s'inscrit dans une démarche de compter sur ses propres forces, en quelque sorte, comme on le fait à Cuba ou comme on le fait en Chine, au Vietnam, etc. Je crois qu'il y a une leçon de choses assez éclairante à ce sujet et qui doit nous faire réfléchir, parce que je crois que le système capitaliste dans lequel nous vivons, et avec les tragédies qu'il provoque, avec les crimes qu'il provoque, est tout à fait déterminé à, je dirais, à aller plus encore dans une espèce de fuite en avant, qui serait absolument dramatique, y compris pour le devenir de l'humanité. Et donc, on a besoin de prendre la juste dimension des choses,
de l'accélération et de la juste dimension des choses pour pousser en même temps les besoins immédiats, la satisfaction des besoins immédiats, mais y compris en inscrivant toute cette démarche dans une perspective, je dirais, de rupture et de construction d'un projet qui réponde aux nécessités du développement de l'humanité. Aujourd'hui, c'est le capitalisme qui est l'obstacle, et donc il faut surmonter cet obstacle. On ne peut pas le faire autrement que par l'action, que par la lutte, que par l'unité et que par l'internationalisme, parce que aujourd'hui, c'est aussi une dimension essentielle du combat. Voilà. Et donc, moi, je suis très optimiste. On vit une période à haut risque, c'est indiscutable. Mais je crois qu'il serait parfaitement irresponsable de ne pas saisir les opportunités qui se présentent aujourd'hui, a fortiori pour ceux qui se réclament d'une vision révolutionnaire de la société. Donc, risque, oui, mais aussi opportunité. Et donc, là aussi, encore une fois, il faut en tirer les conséquences et je pense que les choses sont beaucoup plus ouvertes. On peut avoir des accélérations, des choses inattendues, inédites peuvent se produire. Je crois qu'il faut être disponible, il faut avoir l'esprit en alerte, j'allais dire d'une certaine manière, pour être capable de se saisir donc de ces consciences qui bougent aussi. On a récemment, enfin c'était à la fin de l'année dernière, il y a un institut de recherche qui est d'origine américaine qui a fait une étude, une étude annuelle sur l'évolution de l'état d'esprit, j'allais dire, des peuples à l'échelle mondiale sur différents sujets et qui fait apparaître d'une façon tout à fait remarquable, j'ai cité ça dans un article que j'ai fait à la fin de l'année dernière, mais qui évoque donc le fait qu'aujourd'hui, 71% de l'opinion mondiale considère que le capitalisme est un système incapable de répondre aux exigences, aux nécessités, aux besoins. Et donc qu'il faut en changer. Et qu'il faut en changer. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de recherches. Les choses ne sont pas toujours, certes, d'une grande clarté pour bien des gens, mais le besoin est ressenti. Et les gens comprennent bien que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et quand ça ne fonctionne pas et que ça ne marche pas, que ça soit dans la société ou que ça soit à l'échelle d'une organisation syndicale plus la CGT, eh bien oui, il faut tirer les conséquences. Car persister dans l'impasse, se taper la tête contre le mur, ça ne sert à rien. Ça fait mal, c'est tout. Mais ça ne répond pas en termes de réponse, alors que nous sommes dans une période qui, je crois, est justement propice à l'élaboration collective de réponses fondamentales qui nous sortent du système dans lequel nous sommes actuellement. On a besoin de multiplier les contre-pouvoirs. On a besoin de développer beaucoup plus, y compris à l'échelle mondiale, les débats, les confrontations, les expériences pour ouvrir une alternative et une perspective à l'humanité. Écoute, parfait, Jean-Pierre, on terminera là-dessus sur cette perspective de passage au mode de production socialiste. Alors, je ne te dis pas qu'on se verra l'année prochaine dans le socialisme, mais peut-être que ça passe si vite, mais on fera le point dans le courant 2021. Je vais couper cette vidéo et reste en ligne. Voilà, merci à tous. Au revoir.